Et bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. Je suis très content aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de beau, pour quelque chose de propre, on va se retrouver pour quelque chose de pur, les plus purs de tous, peindre des ultramarines. Et non, pour peindre des non, je suis vraiment désolé par rapport à la situation sanitaire mondiale actuelle. On va devoir s'attaquer à autre chose. On va devoir s'attaquer au héros de la peste. J'ai nommé la Death Guard. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc j'ai dégrappé le modèle et j'ai placé les différentes pièces ensemble sans les fixer avec de la colle pour le moment. En fait, j'ai utilisé de la pâte à fixe pour mettre les différentes pièces ensemble afin de pouvoir plus facilement les peindre. Le gros avantage de garder les pièces séparées, c'est qu'il y a sur ce type de figurine beaucoup de petits détails qui sont difficilement accessibles à partir du moment où tout est collé. Donc j'ai décidé de garder les choses séparées et je vais à présent sous-coucher tout ça directement avec du Wraithbone avant de commencer les différentes étapes de peinture. C'est parti pour la peinture, donc on va commencer par la zone principale qui correspond à l'essentiel de l'armure. On utilise pour ça la couleur Skeleton Horde de la gamme Contrast. Pourquoi cette couleur là plutôt qu'un mélange de différentes couleurs en base ainsi qu'en lavib? Tout simplement parce que cette couleur donne une bonne base sur cette zone qui est assez grande au niveau de l'armure. Je rappelle les règles de base de la contraste, donc on charge pas mal le pinceau et on va ensuite jouer avec la peinture sur l'ensemble des zones, ce qui veut dire qu'on va prendre une zone où on a un peu plus de peinture, la déplacer afin d'avoir quelque chose de relativement homogène au niveau des différentes parties qu'on va peindre. Comme vous le voyez, j'en mets un peu partout, mais pas exactement. Je vais éviter de toucher les autres zones qui seront aussi peintes en couleur contraste. Comme par exemple ici on voit les différentes tentacules que je vais éviter afin de ne pas avoir à repasser la couche de base, donc du Wraithbone, au pinceau après. Quand on travaille avec la peinture contraste, on fait toujours une seule grosse étape où on va tout peindre avant de laisser sécher. On évite de peindre une zone, de s'arrêter sur cette zone-là et de la reprendre plus tard. Tout simplement parce que si on fait ça, on va se retrouver avec une zone de marquage qui est impossible à enlever quand on peint avec ce type de couleur. Voilà, la contraste a été posée sur les zones principales d'armure. On n'en a pas parfaitement fini avec ça. On va reprendre du lavis, donc du Agraxer Shade, et on va repasser l'ensemble des ombrages et des contours. Donc ce ne sera pas un lavis sur l'ensemble des zones, mais uniquement sur les zones les plus creuses. Au niveau de cette figurine, ça va être tout ce qui va être les arêtes des parties dorées. Ça va aussi être, désolé pour la caméra, ça va être aussi tous les trous qu'on a dans l'armure, toutes les fissures qu'on va avoir un petit peu partout. Ça va nous permettre aussi de remettre en évidence l'ensemble des différents angles de la figurine. On va avoir aussi sur les figurines de ce type, donc les armures de type Mark II ou Mark III, énormément de rivets. On va aussi repasser sur l'ensemble de ces différents rivets. Ensuite, on va faire un brossage à sec avec notre éclaircissement final, donc ici Screaming Skull. Sur l'ensemble des parties d'armure, on va essayer de ne pas trop toucher les zones qui n'ont pas encore été peintes, mais dans l'ensemble, ce type de couleur entre Wraithbone et Screaming Skull va pas faire une grosse différence. On va ensuite s'occuper de l'éclaircissement final, cette fois-ci au pinceau, donc c'est du Edge Highlight essentiellement. On va aussi faire le contour de toutes les zones abîmées de l'armure. Au niveau du visage, comme vous le voyez, ce sera essentiellement
des lignes pour souligner les différents creux. Et voilà, on va commencer les autres couleurs contrastes, donc on va avoir tout ce qui est tentacule au niveau de l'armure. Comme je l'ai indiqué, quand on utilise la contraste, on essaye d'appliquer la peinture uniquement sur les zones qui sont nécessaires, en faisant bien attention de ne pas toucher les zones adjacentes. On peut se permettre de les toucher uniquement si ce sont des zones non peintes qui ne recevront pas de contraste, mais uniquement des couleurs classiques. Comme vous le voyez par exemple ici, avec la cloche qu'on a dans le dos qui sera repeinte en couleur métallique après. On a quelques zones en couleur peau, ça se trouve ici au niveau de la lame et d'une des fissures d'armure, c'est de la chair boursouflée qui sort de l'armure. Ainsi qu'au niveau du câble, les deux câbles qui passent du dos vers l'avant de la figurine, sur lesquels on aura quelques détails métalliques par la suite. Alors ici, un peu à votre guise, on a les éléments noirs. Sur le bolter, on peut se permettre de mettre de la Baden Black ou bien du Black Templar. Ici je m'épargne une petite étape d'éclaircissement et de la vie en passant directement au Black Templar. Et on va avoir tout ce qui est joints d'armure aussi, tous les joints entre guillemets caoutchouc, pardon, plastique, qui seront en noir. On va avoir sur beaucoup de figurines de la Death Guard des toges, des capes, des capuches, que ce soit sur une couleur Death Guard classique ou bien sur les Pallid Hand. On fait en règle générale tout ça dans un violet foncé. On arrive ici à des couleurs plus foncées, donc je vous invite très clairement à être précautionneux quand vous vous rapprochez des couleurs d'armure. On a sur celle-ci, on en a sur d'autres figurines des têtes qui ont été arrachées. Quand il s'agit de têtes humaines, je recommande de mettre une couche violacée claire comme couche de base, ici en contraste, qui nous permettront d'avoir un teint bien cramoisi. Quelques éléments de bois, on en a plus sur certaines autres figurines. Je reste sur de la contraste avec Wildwood pour faire ici le chargeur ainsi que la poignée de la dague. On s'attaque maintenant aux couleurs primaires de base. Alors cette étape-ci va être assez intéressante dans le cas où vous ne souhaitiez pas peindre votre armée en Pallid Hand mais avec la couleur de base de la Death Guard. Au niveau des couleurs qu'on va utiliser, donc la couleur de base sera du Death Guard Green, mais vous pouvez aussi utiliser du Deathward Forest, les deux couleurs sont, je crois, les mêmes avec un autre nom. Pour les couleurs de base, non pas une grosse couche comme avec la contraste, mais deux fines couches, on attend que la première soit sèche, et ensuite on applique la deuxième pour avoir un résultat bien uniforme sur cette partie-là. Toujours sur les couleurs de base, on va attaquer les métalliques. Sur les parties dorées et cuivrées, on va utiliser la même couleur de base qui est le Balthazar Gold. C'est un doré très rouge qui va nous permettre d'avoir des effets différents sur les deux types de métallisés rouges qu'on va avoir. C'est une étape assez longue et assez fastidieuse au niveau de la Death Guard parce qu'on a beaucoup de rebords d'armure. Et sur cette figurine, on a une tonne de cloches.
Alors, une fois de plus, quand on travaille sur la couleur de base, on va vraiment faire attention à ne pas toucher la couleur contraste. Ravoir une contraste avec de la couleur de base est quasiment impossible. On doit entièrement reprendre la zone avec la couleur de base qui est Wraithbone pour refaire la contraste dessus. Ce serait extrêmement dommage à ce stade, donc on est bien prudent sur cette phase. Ensuite, après la couleur dorée, on attaque tout ce qui est métallique, exactement de la même façon. Ici, on va avoir pas mal de petits éléments mécaniques sur l'armure, on va avoir des chaînes, on va avoir une partie du bolter et pas mal de pointes. Sur certaines figurines, on va avoir des pointes en métal, sur d'autres, on va avoir du bois, de l'os ou encore des champignons. Donc la couleur que vous utilisez pour les protubérances va vraiment dépendre de ça. Pas mal de métallisé au niveau du backpack. Sur celle-ci, une fois de plus, sur ce type de figurine, c'est vraiment à la discrétion de chacun de faire des éléments plus ou moins peints ou plus ou moins métalliques. Ici, j'ai décidé de faire les armatures en métallique. On attaque le lavis. Donc le lavis principal sur cette figurine, il va être de deux couleurs, Null Oil pour tous les éléments rosés, pour tous les éléments violets. Pour tous les autres, on va utiliser Agrax Earthshade uniquement. Donc ça va être sur toutes les parties métalliques, mais ça va aussi être sur le verre qu'on a utilisé au niveau des épaulières. Je vous invite à beaucoup charger au niveau des lames afin de leur donner un côté bien usé, comme on a pu voir dans mon tuto sur la rouille que je vous mets en lien. La vie terminée, on va commencer les phases finales. Il nous reste encore un tout petit peu de couleurs de type la vie à mettre. La première en couleur contraste sur tout ce qui va être fumé. Ici c'est de l'Ethermatic Blue, pardon. On peut utiliser d'autres couleurs de la gamme contraste ou bien les peintures Special Night Hound qui étaient sorties pour ce type de choses. On va s'attaquer à tous les éléments cuivrés à présent avec du Nihilakh Oxide. Donc ici on couvre l'ensemble des différentes pièces cuivrées avec la peinture. Alors cette peinture, la Nihilakh Oxide, fonctionne un petit peu comme un lavis. Donc on va voir les zones les plus protubérantes qui vont ressortir et les zones les plus enfoncées vont être beaucoup plus chargées en couleur. On peut aussi en mettre au niveau des rivets sur les différentes plaques d'armure, ce qui donnera un côté beaucoup plus usé au niveau du résultat final. On attaque maintenant les différents éclaircissements. Donc tout d'abord pour le cuivre, on va utiliser une couleur cuivre, donc ici du Hnet Copper. Vous pouvez aussi utiliser, si vous préférez, du Sycorax Bronze qui donnera un résultat un petit peu moins rutilant. Mais vu que ce Space Marine est très fan de cloches, je me suis dit qu'il aurait envie d'avoir un côté un peu plus brillant et un petit peu plus joyeux quand il se promène sur le champ de bataille et qu'elle teinte un peu partout. Sur l'encensoir, on va simplement faire attention à ne pas toucher la partie qu'on a déjà peint en Ethermatic Blue. Et normalement, en appliquant de façon assez brouillonne, on devrait laisser les parties de Nihilakh Oxide visibles en dessous. On attaque les éclaircissements sur les autres couleurs. Donc au niveau du Balthazar Gold, pour tout ce qui est arête métallique, on va partir d'un Liberator Gold qui va nous donner une teinte un petit peu plus acier au niveau de ces différentes plaques et donc bien les faire ressortir.
pour tout ce qui est épaulière, on va essentiellement travailler sur les arêtes, comme ceci, avec le côté du pinceau. On va aussi repasser sur les différents rivets. En fait, sur l'essentiel des éclaircissements, on va faire un peu l'équivalent d'un brossage à sec, avec simplement un petit peu plus de couleur, ce qui va naturellement accrocher les arêtes. Pareil pour tout ce qui est acier, qu'on va éclaircir avec du Stormost Silver, et on va le travailler exactement de la même façon. Au niveau de la lame, il y a un peu plus de travail à faire. On va en effet s'attaquer au rebord. On va aussi devoir s'occuper des pointes qui dépassent et de l'ensemble des petits creux et des petits trous qu'on a au niveau de la lame. Si le résultat reste un peu trop propre à votre goût, n'hésitez pas à prendre du Risa Rust et à faire un brossage à sec sur la lame. Pareil, comme vous le voyez sur ces différents éléments, je ne travaille pas vraiment en vrai edge highlight, je passe mon pinceau sur les éléments et les parties qui ressortent le plus accrochent naturellement la peinture. Ces pointes sont particulièrement simples à peindre puisqu'on a déjà des arêtes dessinées, il suffit juste donc de passer le pinceau rapidement dessus. Au niveau des différentes tentacules, on va les faire en deux phases. Tout d'abord un éclaircissement classique avec du rose. Donc là pour le coup c'est vraiment du edge highlight, on prend les angles les plus protubérants et on charge un minimum en couleur avec une peinture bien diluée. Une fois de plus, le fait d'avoir utilisé de la pâte à fixe permet de mieux accéder aux différents éléments et d'éviter de mettre de la couleur partout quand on peint des petits détails. Une fois le rose terminé, j'utilise une couleur chair et cette fois-ci je vais uniquement appliquer des petites striures perpendiculairement au sens de la tentacule, histoire de lui donner un aspect un peu plus grainelé. Pour les toges maintenant, assez simple, une fois de plus je vous invite à revoir mon épisode sur les drapés pour en savoir un petit peu plus. On va faire un premier éclaircissement assez large qui va couvrir quasiment toute la toge à part les zones les plus sombres. Et ensuite un deuxième éclaircissement avec la teinte supérieure. J'utilise pour ça un pinceau beaucoup plus fin afin d'éviter de faire juste le même travail que sur mon premier éclaircissement. À présent pour les épaulières, une fois de plus ça va intéresser les gens qui vont faire leurs armures entièrement en vert. On va réaliser donc le premier éclaircissement avec Elysian Green. Alors en plus de faire du edge highlight classique et de mettre en avant l'ensemble des zones usées, on va aussi faire un contour à un demi-millimètre du creux afin de faire ressortir un petit peu plus l'épaulière. Et de la même façon, avec un pinceau un peu plus fin,
On va faire le deuxième degré d'éclaircissement. Uniquement sur les parties les plus visibles et les plus hautes. Au niveau des vapeurs qui sortent de l'encensoir, un simple brossage à sec, ici en Ultuan Grey, en étant assez précautionneux quand on se rapproche de l'encensoir en lui-même. Il va nous rester les yeux. Donc pour ça on va remplir l'ensemble de la fente oculaire de notre couleur de base, ici du Méphiston Red. On réalise ensuite un petit lavis. J'ai utilisé du Karobo Crimson, mais pour le coup c'est pas vraiment visible, donc vous pouvez utiliser du Null Oil ou de la Graxer Shade. Premier éclaircissement avec un rouge un peu plus visible. On va remplir quasiment toute la zone de l'optique ici. Ensuite, deuxième rouge. Cette fois-ci pour remplir environ la moitié de la visière de chaque côté de l'œil. Et on termine avec une pointe d'orange juste au milieu pour refaire bien sortir le regard. J'avais oublié la tête, qu'on va rapidement l'éclaircir avec une couleur de peau un peu pourrie. Ici c'est du Deepkin Flèche. Et ensuite avec une peinture contraste, on va juste faire ressortir les cordons sur les yeux et sur la bouche. Voilà. Il nous reste, comme d'habitude, le socle. On va partir de deux peintures texturées, Stirland Mud et Stirland Betelmeyer. Là pour commencer du Stirland Betelmeyer qu'on va étaler de façon assez aléatoire sur une partie du socle. Ça va nous donner un aspect de terre bien ravagé. Et ensuite je vais utiliser du Stirland Mud pour le reste du socle. Ça va nous permettre d'avoir une texture un petit peu plus diversifiée au niveau des pieds. Et ça va surtout nous permettre d'avoir une zone bien lisse à la fin sur une partie du socle. Je vous expliquerai pourquoi après. J'ai récupéré un petit crâne de la grappe des crânes de chez Citadel pour décorer mon socle. Et avant que les textures soient séchées, je vais enfoncer, je vais mettre l'empreinte en fait de ma figurine sur le socle afin de marquer les points sur lesquels il va rester. Je vais laisser tout ça sécher un petit peu afin d'avoir les empreintes bien marquées. On va passer un lavis sur l'ensemble du socle en Agraxer Shade, histoire de créer les ombres. Qu'on va naturellement bien laisser sécher après. Ensuite, premier brossage à sec, une couleur de terre, qu'on va essentiellement appliquer sur la partie qui est en Stirland Betelmeyer, et donc qui donne le plus l'impression que la terre est sèche. Ensuite un deuxième brossage à sec dans des tons un peu plus verdâtres pour faire la jonction entre la première et la deuxième partie. Et enfin, troisième brossage à sec sur l'ensemble avec du Tyrant Skull pour unifier le tout. Pour remarquer que j'ai laissé une partie non brossée, c'est parce qu'on va réaliser, comme sur beaucoup de mes figurines, vous commencez à avoir l'habitude, un effet marécageux. Donc pour ça je pars d'une base de Caliban Green.
une bonne grosse couche bien pure, et ensuite je vais prendre du mood green, et alors que la couleur n'a pas encore séché, je vais mettre quelques taches ou quelques touches de mood green directement dans le Caliban green. Les deux vont se mélanger, et ça va nous permettre d'avoir un effet un petit peu plus dilué entre les deux. Une fois que cette peinture est sèche, je vais coller ma figurine. Vous pouvez utiliser des tiges en métal si vous avez peur que la base ne soit pas assez solide. Et on va ensuite utiliser du Nurglesrot, là où on a appliqué l'effet marécageux, afin de le compléter. J'ai collé la figurine juste avant de mettre le Nurglesrot, afin de pouvoir éventuellement mettre un petit peu sur les pieds, et donner l'impression que le Plague Marine est en train de marcher dans le marécage. Alors, je me suis rendu compte que les tentacules ressortaient pas assez, et donc en dernière finition, j'ai utilisé un effet brillant, c'est du hard coat sur l'ensemble des tentacules, pour les faire un peu plus ressortir, donner cet aspect plus gluant et plus liquide sur cet élément. Et pour finir, comme d'habitude, on va faire le cerclage du socle. En règle générale, j'utilise une peinture très peu diluée afin de pouvoir le faire en un seul coup. Mais si vous n'êtes pas à l'aise pour obtenir une couche bien lisse, comme d'habitude, vous utilisez 2 couches bien fines. Et on en a fini avec ce modèle. Je vous laisse avec le résultat final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, gardez votre masque. À très bientôt.